qui dans la salle a déjà utilisé l'architecture serverless? Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et gardez les mains. Et qui a déjà utilisé les serverless sur Kubernetes? D'accord, il y a 2, 3, Oui, 4. Ah oui. quatre quand même. Et qui a déjà utilisé le serverless face sur Kubernetes en production? Ah ouais, Ah putain, oui, là, c'est chaud. Quel framework? Oui, d'accord. Ansible, ok. On va en parler, justement. Donc, on parle un peu de nous. Moi, je suis Dmitro. Je suis chez Xebia depuis 5 ans, 7 ans, 7. 7 ans. Maintenant, Publicis Sapient. Et moi, je suis Ludovic Ladeux, je suis Xebia depuis 4 ans, développeur back et qui aime beaucoup faire du cloud aussi. Voilà. En guise d'introduction, on va parler de fonctions as a service, ou FaaS, et qui parle des fonctions as a service, on parle de serverless aussi. Et serverless, en fait, c'est juste une évolution. On a commencé par les monolithes, par les gros applications, avec Corba, avec GB, ça vous parle? Et ça nous a appris quelques leçons, hein. Donc, du coup, on a switché vers les microservices. Et maintenant, il y a des fonctions qui arrivent, les tout petites choses, sans état, qui font un tout petit truc utile et qui doivent travailler ensemble avec d'autres fonctions pour accomplir une chose plus globale. Ok. Ce schéma simplifié décrit l'architecture de tous les services FaaS, si vous voulez. Donc, au milieu, on a nos fonctions qui se matérialisent par le code que nous développons. Donc, il va s'exécuter dans un conteneur. Et à gauche, nous avons tout ce qui est trigger. En fait, les triggers, ce sont les différents types d'événements qui peuvent déclencher l'exécution de nos fonctions. Ça peut être une requête HTTP, ça peut être une tâche planifiée telle qu'un cron, ça peut être un message dans une queue. Et à droite, nous avons tout ce qui est intégration. En fonction de la tâche à réaliser par notre fonction, on aura potentiellement besoin de stocker le résultat dans une base de données ou déclencher une autre fonction. Ben, tout ceci, ce sont des intégrations. Donc, à quoi ressemble une fonction? Concrètement, la plupart des fonctions ont cette signature. Donc, on retrouve l'événement et le contexte. Bon, à une exception près, le contexte n'est pas toujours présent selon les providers. Donc, l'événement, qu'est-ce qu'il contient? L'événement porte tous les paramètres d'exécution de notre fonction. Donc, typiquement, dans le cadre d'une requête HTTP, ben, le body de la requête se retrouvera dans l'event. Et dans la partie contexte, on retrouve tout ce qui est méta-information liée à l'exécution de la fonction. Typiquement, si on a des limites de CPU, des limites de mémoire, ce type d'informations, on les retrouvera dans le contexte. On rentre dans le cœur des sujets et maintenant que Kubernetes devient un standard d'or, il n'est pas étonnant de voir beaucoup de plateformes FaaS émerger directement qui s'exécutent directement sur Kubernetes. Comment ils se comparent? Quel est le meilleur? Et justement, c'est le but de ce talk. On va essayer de répondre à cette question. Mais avant de vous présenter notre sélection, répondons déjà à la question pourquoi on a besoin de faire tourner FaaS, fonction as a service, sur Kubernetes. D'après tout, toutes les cloud providers, des gros cloud providers, fournissent déjà leurs fonctions as a service complètement managées. Du coup, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Je vous ai choisi 3. Donc, la première, imaginez si votre business demande le contrôle total sur votre donnée, donc du coup sur le flow de vos données et par conséquent sur l'infrastructure sous-jacente. Donc, en ces cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser FaaS sur Kubernetes. Autre cas de figure, si vous avez déjà dans votre entreprise le Kubernetes, le cluster Kubernetes que quelqu'un d'autre ménage, il y a enfin l'équipe dédiée qui s'en occupe. Du coup, vous voulez profiter des serverless, des fonctions de service. Vous pouvez le faire assez facilement en installant un des plateformes qu'on va vous présenter. Et troisième, c'est l'enfermement propriétaire. En fait, c'est pour éviter le fameux vendor lock-in.
Donc, effectivement, les solutions sur Kubernetes sont beaucoup plus portables. Au cas de besoin, vous allez pouvoir partir d'un cloud provider à l'autre parce que tous les cloud providers maintenant fournissent le Kubernetes Manager. Et voilà, voici ce qu'on vous a choisi en tant que framework. Il en existe vraiment, vraiment pas mal. Vous pouvez regarder les sites CNCF. On vous a choisi ça, les 5, à notre avis les plus importants, les plus utilisés. L'ordre des frameworks n'est pas au hasard, choisi au hasard. Ils sont ordonnés par leur niveau d'abstraction au-dessus de Docker et Kubernetes. Donc, à droite, vous allez trouver les frameworks qui sont plus proches à Docker, notamment OpenFaaS. Par exemple, vous allez voir, même si Dockerfile est caché, vous pouvez quand même le changer. Repository est obligatoire, l'image de base est obligatoire et le Docker local, vous devez en avoir pour pouvoir déployer vos fonctions. Et côté droite, OpenVisc Kubeless, c'est le plus abstrait. Vous n'allez pas trouver les notions de Docker ou de Kubernetes à l'intérieur. Ils sont plus comme Lambda. Vous fournissez le code et c'est eux qui s'en occupent complètement. Donc, vous ne voyez pas ni vos images, ni builder, ni quelque chose derrière. Enfin, c'est eux qui gèrent complètement. Donc, au milieu, il y a quelques plateformes intéressantes en dehors de noms un peu trop génériques pour FN ou Fission. Allez chercher quelque chose sur Google avec FN. Sérieusement, c'est Oracle. Mais Oracle, il est quand même, enfin, cette Oracle Function, il est quand même intéressant à voir parce qu'il tourne en production. C'est leur outil interne qu'ils utilisent à fond, donc du coup, il est assez éprouvé. On vous a choisi de présenter les deux, à notre avis, les gagnants vraiment, et qui se trouvent à l'extrémité, donc OpenFaaS et OpenVisc. Et on va plonger vraiment dedans, à l'intérieur. On vous les conseille vraiment, ils sont prêts à la production. Et on va commencer par OpenFaaS. OpenFaaS, il est très centré sur la communauté. Il a plus de 15 000 étoiles GitHub sur GitHub. Et ce qui est 3 fois plus que son concurrent le plus proche. Donc, il se distingue par la simplicité et par son slogan extrêmement vendeur, donc Serverless Functions Made Simple. Comment ça marche à l'intérieur? Comme j'ai déjà dit, il est assez facile à comprendre et à utiliser. Il y a un API Gateway au début. Il y a un composant qui permet de router les API externes vers vos fonctions. Il se base sur Prometheus pour collecter les métriques et sur Alert Manager de Prometheus pour pouvoir scaler vos fonctions. Et tout ça, il le fait à travers des briques qui s'appellent Fastnets. C'est une sorte d'abstraction par-dessus des Kubernetes. C'est-à-dire que s'il a besoin d'installer ou de scaler votre fonction, il va parler à travers des Fastnets à l'API de Kubernetes directement pour pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de réplicas de vos pods. Il y a d'autres implémentations de cette partie-là que vous pouvez, vous pouvez l'installer sur Mesos ou d'autres orchestrateurs. Mais sur Kubernetes, c'est la façon la plus standard d'installer. Pour gérer les fonctions asynchrones, vous pouvez changer juste l'appel vers fonction vers A5 fonction et ça permet d'aller stacker vos demandes, vos requêtes à l'intérieur de NATS et de passer votre fonction de façon complètement asynchrone. OpenFaaS se base essentiellement sur le template. Il en existe pas mal officiels pour pas mal de runtime, mais il existe encore plus de communautaires. Comme j'ai déjà dit, la communauté est très forte et il existe à peu près tout ce que vous pouvez imaginer derrière.
J'ai récupéré le FAS template pool juste pour récupérer les templates. Il y en a déjà pas mal, c'est officiel qui sont récupérés automatiquement. Et l'exemple de template pour Python. Donc, du coup, on va voir le code. Donc, du coup, c'est le code de votre fonction. On va voir le Dockerfile. Donc, vous pouvez effectivement le changer. Et il y a template et index. On va voir un peu plus tard ce que c'est de représente. Mais commençons par créer la nouvelle fonction, tout bête. OpenFAS, enfin, fastly new hello. Hello, c'est le nom de ma fonction. Ce qu'il me génère à partir des templates, il génère la fonction et la description de la fonction. Description de la fonction, il contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir l'installer et builder cette fonction. Donc, il pointe sur mon gateway, donc sur Kubernetes, le OpenFAS, installation d'OpenFAS sur Kubernetes. Il dit sur quelle plateforme je le fais, donc du coup Python 3, sur quel runtime, qu'est-ce qu'il faut invoquer et quelle image utiliser, builder plutôt. Et une fois générée la nouvelle fonction, vous pouvez changer. Du coup, le code, il est comme Ludovic a présenté tout à l'heure, il est extrêmement simple. Il n'y a pas de contexte, mais il y a tout le cœur des messages, il se trouve dans la requête. Une fois vous avez créé votre fonction, vous avez besoin de le builder. Et là, comment on va l'utiliser, donc du coup, le build et le nom de description de la fonction. Et il utilise derrière le Docker build. C'est exactement le Docker build standard que vous pouvez utiliser, enfin, que vous pouvez voir à partir de Dockerfile qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, on va voir le Docker image qui est retrouvé, donc c'est visible, c'est comme chez Docker. Aussi, il y a un nouveau dossier build qui est apparu. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce nouveau dossier build? On voit cette fichier index dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et il fonctionne en tant que glue entre Docker, l'appel de Docker, et notre fonction. En gros, il prend toutes les entrées, là, ce qui est appelé, et il prend toutes les entrées en std in, il le lit jusqu'à bout, il envoie tout ça à notre handler. Et il retourne sur std_out. C'est extrêmement simple. Une fois buildé, vous devez le déployer maintenant. Déployer, c'est deploy sur le hello. Du coup, il sait où le déployer parce que le hello YAML contient toute l'information. Une fois déployé, on voit face list, hello, un seul réplica, pas d'invocation encore, et on voit le pod qui commence à tourner. Il est toujours vivant, ce pod-là, et dans le namespace OpenFAS FN, tandis que OpenFAS il est installé dans le namespace OpenFAS. Juste entre parenthèses. Pour l'invoquer, vous pouvez utiliser soit CLI de FAS, soit curl standard. Et donc, du coup, après, on voit que le nombre d'invocations s'augmente. Donc, extrêmement simple. Pour pouvoir gérer les événements, comment ça se passe? En fait, c'est assez intéressant comment c'est géré. Il y a un connecteur externe qui s'appuie sur le gateway. Dans ces cas-là, c'est le connecteur Kafka qui est fourni par OpenFAS, mais il y en a plein d'autres qui sont fournis par la communauté d'OpenFAS et qui permet d'écouter les channels, par exemple, dans ce cas-là, le topic Kafka, et il invoque en façon asynchrone le gateway, et après, tout le binding il est fait à ce niveau-là, qui est la fonction invoquée au niveau de topic. Donc, extrêmement simple. Vous pouvez déjà avoir tous les connecteurs fournis par OpenFAS et plein d'autres fournis par communauté. Qu'est-ce qu'au niveau de auto-scaling, vous pouvez scaler par défaut, vous pouvez scaler par CPU ou par mémoire, mais heureusement, vous pouvez remplacer le Prometheus Auto Alert Manager par HPA standard donc de Kubernetes, ce qui est vraiment bienvenu. Et par exemple, ici, j'ai donné l'exemple, OpenFAS, c'est géré à scaling à 0. Donc, si vous n'avez pas des requêtes entrantes, tout est à 0. Il n'y a pas de ressources prises.
Donc, pour cela, j'ai diminué les réplicas à zéro. Il y a des projets qui permettent de le faire automatiquement au bout de certains temps, par exemple. Ils sont déjà installés, il faut juste les configurer. Ce n'est pas configuré par défaut. J'ai diminué à zéro et sur ma machine, donc du coup, réplique à zéro. Et sur ma machine, un mini-cube sur ce portable-là, l'invocation, il a duré quand même 4 secondes à partir de cold start. Donc il faut toujours penser à cold start. Il y a quand même 4 secondes, c'est assez important. Donc si il s'agit des événements, il n'y a pas de souci. S'il s'agit des appels synchrones, c'est peut être difficile. Du coup, en guise de conclusion, pour OpenFaaS, très grande communauté, comme j'ai déjà dit, super simple à installer et rentrer dedans, l'installation en quelques clics, extrêmement facile. La documentation, par contre, officielle est un peu incomplète, mais c'est assez simple à plancher dessus parce qu'il y a beaucoup de tutoriels de communauté, vous pouvez y aller assez facilement. Il est très stable. Donc, Dimitri vient de vous parler de OpenFaaS. Il vous a dit que c'était très simple. Ben, je vais vous proposer quelque chose d'encore plus simple. Parce qu'ici, je n'ai pas besoin de manipuler les Docker files. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, Apache OpenWhisk, qu'est-ce que c'est? Apache OpenWhisk, comme son nom l'indique, c'est un projet porté par la fondation Apache. Et en fait, c'est une collection de projets Apache qui, mis ensemble, permet d'avoir cette plateforme. Mais c'est également la plateforme sur laquelle repose le service Cloud Function du provider IBM. Donc, c'est quelque chose qui est déjà prêt pour la prod. Alors, un peu de terminologie. Donc, dans la terminologie Apache OpenWhisk, on ne parle pas de fonction, mais on parle plutôt d'action. Donc, par la suite de la présentation, que je parle de fonction ou d'action, en fait, ça veut dire la même chose. Donc, nous avons les triggers, comme je l'ai annoncé au départ, et nous avons les rules. Les rules ici, c'est tout simplement l'association, ce sont les règles d'association entre un trigger et une action. Donc, quand je déclare ma fonction, je déclare un trigger. Ensuite, il faudrait que je puisse associer mon trigger et mon action. Et ça, je le fais grâce au rule. Là, nous avons là, comment est-ce qu'on crée des fonctions chez Apache OpenWhisk? En fait, il est assez flexible, il offre plusieurs façons de faire. Nous avons tout d'abord la CLI, la WSK, nous avons l'API, donc on peut directement taper, interagir avec OpenWhisk grâce à son API. Nous avons également des utilitaires, ce sont des wrappers qui englobent des appels à la CLI. Aujourd'hui, ils fournissent JavaScript et Go. Si vous avez déjà fait du serverless, de lambda, c'est l'équivalent de Boto. Et le moyen que je préfère, que nous allons préférer si on fait de l'infra as code, c'est l'utilitaire qui s'appelle WSKDeploy. Pourquoi? Parce que lui permet de déclarer nos ressources grâce à des manifestes YAML. Donc si on veut automatiser la création de notre infrastructure, ben, c'est préférable de l'avoir sous forme déclarative grâce au template YAML. Donc là, nous avons une fonction toute bête qui prend un paramètre qui renvoie un message. Et donc, pour déclarer ma fonction, je crée mon template YAML. Je veux déclarer sous l'arborescence package. En fait, des packages sont des regroupements d'actions qui ont plus ou moins le même sens. Donc, je déclare mon action qui s'appelle Hello World et je déclare ma fonction. Et à droite, je déploie mon manifeste au sein de mon cluster Kubernetes. En fait, je déclare sur Apache OpenWhisk et ensuite, je pourrais invoquer mon action. Est-ce que vous ne trouvez rien de bizarre dans la déclaration du template YAML? Non. En fait, il manque deux informations. Le runtime déjà. Le runtime Apache OpenWhisk peut le déduire grâce à l'extension du fichier. Si vous avez .js, il saura que le runtime, c'est Node.js. Et si vous avez plusieurs versions de runtime, à ce moment-là, il faut préciser la version du runtime. L'autre chose, c'est le point d'entrée de ma fonction. Par défaut, Apache OpenWhisk s'attend à trouver une fonction main dans votre code. Donc ici, vous ne voulez pas utiliser la fonction main, vous pouvez définir un alias grâce à la propriété main dans votre template. Donc j'ai parlé de runtime. Apache OpenWhisk offre plusieurs runtimes. Nous avons du Node.js, nous avons du Python, nous avons du Go, et aussi plusieurs versions différentes pour un même runtime. Par exemple, pour Node.js, il y a plusieurs versions. Dans ce cas, si on veut travailler avec une version bien spécifique, à ce moment-là, il faut préciser la version du runtime. Et pourquoi le runtime Docker? En fait, le runtime Docker, c'est dans le cas où le langage que vous utilisez n'est pas supporté par la plateforme, vous avez la possibilité de créer votre propre runtime. Et autre chose également, c'est quand on déclare nos fonctions, elles ont une limite de mémoire. Donc je crois que c'est de 46 mégas. Donc si votre fonction dépasse les 46 mégas,
et que vous avez trop de libs installés, vous pouvez créer votre propre runtime en y préinstallant les libs dont vous avez besoin pour respecter les contraintes de taille. Donc là, je vous montre comment on crée un trigger et on y associe une rôle. Donc là, comme au départ, je crée ma fonction, je déclare un trigger to bet, trigger hello. Pour l'instant, ce trigger il n'est rattaché à aucun événement. Et je déclare une rule où je vais rattacher mon trigger et mon action. C'est un truc très simple. Et à droite, vous avez la déclaration de mon template et l'appel de mon trigger. Donc vous voyez qu'en un seul template, j'arrive à créer toutes mes ressources. Un peu plus intéressant, c'est la déclaration d'une API. Il faut savoir que Apache OpenWix est très pensé, très orienté API. Et c'est la raison pour laquelle la déclaration du trigger API est particulière. Donc, elle se fait à travers le tag API. Donc, je déclare mon API. Mon API va s'appeler Hello World API. Le path de ma requête, en fait, c'est l'arborescence et la hiérarchie sous le nom de l'API. Dans ce cas, ce sera Xebicon 2019. La fonction, ce sera Hello World. Donc, la fonction, c'est la feuille de mon arborescence. Mon action, c'est la feuille de mon arborescence. Je définis la méthode et le type de réponse, HTTP. Donc, et à droite, vous avez la déclaration de mon template, son déploiement. Grâce à la commande, grâce au SDK, grâce à la CLI, WSK API list, je peux lister les API que j'ai déclarées, donc, ce qui me permettra de récupérer l'URL de mon service. Et ensuite, je pourrai faire l'appel. Voici les types d'événements. Comment est-ce qu'on déclare un trigger standard chez OpenWix? Dans ce cas, on crée un trigger. Et au trigger, qui s'appelle crontrigger, je déclare une feed. En fait, une feed, c'est une source. La source, ça peut être, comme je l'ai dit, une source Kafka, ça peut être une file de message RabbitMQ. Et dans ce cas, ma source, c'est une tâche planifiée synchron. Et ma tâche, elle attend des paramètres qui se retrouvent sous l'input. Donc l'intervalle de temps, je vais exécuter ma fonction. Donc toutes les 5 minutes, je peux préciser un start time, un stop time. Et je peux préciser un payload, le payload que recevra mon action lors de son exécution. En type d'event supporté par Apache OpenWix, nous en avons plusieurs qui sont listés là. Et pour les avoir, grâce à la CLI, il y a une commande WSK package list. On précise le package. Et là, on a toutes les actions, tous les événements qui sont fournis par la plateforme. Si l'événement dont vous avez besoin, la source que vous utilisez, n'est pas supportée par OpenWix, eh bien, vous avez la possibilité de l'étendre. Et comment ça se fait? Ça se fait grâce à des actions. Donc, vous définissez un type d'action bien spécifique qui s'appelle les actions de feed, qui permettent de déclarer de nouvelles sources. Donc, ça se fait de manière très simple. Donc, en termes d'extensibilité, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Autre fonctionnalité assez intéressante que j'ai trouvée, c'est la déclaration des séquences. En fait, une séquence, vous pouvez déclarer, vous pouvez exécuter plusieurs fonctions de manière séquentielle. Donc, ceci se fait grâce à des séquences. Comme vous voyez là, je déclare plusieurs fonctions. J'ai un workflow qui permet de traiter les commandes. Je vais les lire, je vais les processer. Ensuite, je vais confirmer mes commandes. Ensuite, là, je déclare une séquence qui permet de définir l'exécution séquentielle de mes fonctions. On ne peut pas vraiment parler de workflow ici parce que c'est assez basique en termes de fonctionnalité. Ça permet juste de définir l'exécution séquentielle. Les conditions ou les exécutions parallèles au sein d'une séquence ne sont pas possibles. C'est vraiment les fonctions à la suite, pas de notion de condition. Donc, sous le capot, comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre les fonctions grâce à Apache OpenWix? Donc, au début de la chaîne, en interne, on a un serveur NGIS qui sert essentiellement de terminaison SSL. Donc, pour pouvoir sécuriser nos appels et utiliser du HTTPS. Il faut savoir que Apache OpenWix est entièrement c'est une API. Tout se fait à travers le requête HTTP. C'est le seul protocole qui comprend. Ensuite, nous avons le contrôleur. Le contrôleur a pour mission de vérifier l'identité de la personne, premièrement. Donc, la partie autorisation et authentification et autorisation sont faites au niveau du contrôleur. Il récupère les informations liées à l'utilisateur qui fait la requête dans la base CoachDB. Donc, le contrôleur fait les vérifications. Une fois que tout est bon, ben, il passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de définir, bon, maintenant que j'ai vérifié, qui a fait l'appel, il récupère la configuration de l'action exécutée, notamment la mémoire dont la fonction a besoin et potentiellement aussi le CPU, ce type d'information. Ensuite, il va déterminer
quel est l'invoqueur qui est le moins chargé, qui est susceptible de pouvoir exécuter l'action. Une fois qu'il a déterminé, donc il joue aussi un rôle de load balancer. Une fois qu'il a déterminé, il va pousser le message dans une file Kafka qui sera lu par l'invoqueur plus tard. Et pourquoi est-ce qu'ils ont introduit une file Kafka au milieu? Parce que vous pouvez avoir une interruption du service, donc vous pouvez avoir un crash. Dans ce cas où votre événement sera perdu. Mais pour ne pas perdre l'événement, ils ont introduit la file Kafka. L'autre raison, c'est la charge. Si les invoqueurs sont trop chargés, pour pouvoir temporiser l'exécution, Kafka convient très bien pour ce type de situation. Donc, une fois qu'on a passé Kafka, on arrive au niveau de l'invoqueur. L'invoqueur, c'est certainement le cœur de Apache OpenWX, parce que c'est lui qui a la responsabilité de réellement exécuter nos conteneurs. Donc, quand il va recevoir le message d'exécution, il va récupérer le code de l'action dans la base CouchDB. Donc, l'exécution se fait en 3 étapes. Une fois qu'il a récupéré le code de l'action exécutée dans CouchDB, il va tout d'abord démarrer le conteneur, ensuite injecter le code dans le conteneur et par la suite exécuter l'action. À savoir que chaque conteneur dans Apache OpenWX a une particularité, c'est qu'il porte un mini-serveur web qui expose 2 endpoints, le endpoint init et le endpoint run. Le endpoint init pour injecter l'action et le endpoint run pour exécuter l'action. Quand on a tout ceci, comment est-ce qu'on arrive à avoir des performances plutôt proches d'un serveur comme on a l'habitude d'en avoir? Ceci, c'est grâce à ça. Donc, au départ, on a les appels à froid. Donc, on a 3 appels. Démarrer un conteneur, ça prend en moyenne générale 300 millisecondes. C'est assez long. Donc, pour essayer de réduire le temps, Apache OpenWX a la possibilité, quand il est chargé, l'intelligence de préchauffer des conteneurs. Donc, il va démarrer des conteneurs avant même de recevoir des actions. Donc, on réduit l'exécution à 2 appels. L'injection de l'action et l'exécution du code. Et pour aller encore plus loin, si on reçoit plusieurs rappels de la même action, il peut réutiliser un conteneur qui a déjà été chauffé. Donc, un conteneur dans lequel il a déjà eu à injecter le code. Donc, on réduit l'exécution à un seul appel. Donc, Apache OpenWX ne détruit pas systématiquement les conteneurs. Il va les laisser plutôt en vie. Il va les laisser en vie un certain temps pour pouvoir derrière les réutiliser et réduire le temps d'exécution. Donc, en conclusion, c'est un framework que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'il est facilement extensible. Comme on l'a vu, on peut très facilement rajouter de nouvelles sources grâce à des actions. Il est très flexible, il supporte beaucoup de runtime. On peut définir nos propres runtime. Il est prêt pour la production parce que c'est le socle du service du code provider IBM. Et les points d'orme, c'est les trous dans la documentation. Rechercher une information, surtout les informations liées à l'installation en local sur Minikube, c'est une vraie chasse à l'information, c'est vraiment compliqué. Et c'est d'où la complexité. La complexité vient du fait que l'information n'est pas systématiquement facile à trouver. Du coup, vous pouvez poser la question, mais il est où Knative, hein? Parce que voilà, je l'utilise. En fait, Knative, on n'a pas considéré en tant que FAS proprement parlé, on parle plus de plateforme pour créer les serverless. Donc, il manque cette partie de binding de code que vous fournissez le code et lui-même, il s'en occupe complètement. Le build a été supprimé récemment. Donc. Et ce qu'on pense aussi Knative, c'est quelque chose vraiment à suivre. Donc, ce n'est pas le but de cette présentation, mais c'est quelque chose à voir. Et c'est framework pour créer les autres frameworks. Donc, les autres frameworks vont être basés certainement bientôt sur Knative. Pour compléter, Apache OpenWX peut déjà être déployé sur Knative. Par exemple, voilà. Et en tant que conclusion globale, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un super outil, on est convaincu vraiment, mais c'est un seul outil dans le toolbox. Donc, vous devez choisir utiliser ou pas utiliser sur les compromis à faire. Donc, il y a un compromis des simplicités d'utilisation et c'est un peu ce framework-là qui gère beaucoup de choses. Donc, vous perdez un peu le contrôle de ce que vous faites. C'est certainement un outil à surveiller. On ne sait pas lequel va gagner vraiment. On vous a donné les 2 frameworks pour nous qui sont les plus prometteurs possibles actuellement. Est-ce que c'est prêt pour la production? Ça, c'est une bonne question. Les 2, oui, ils sont prêts, mais peut-être pas pour votre payload principal, mais plus pour automatiser vos tâches secondaires telles que build ou les événements divers et variés, etc.
Du coup, avec OpenWhisk, c'est fini le temps où on attendait 4 secondes que la fonction chauffe au premier appel. Et on a moyen de mettre en place un truc où il y a toujours une fonction chaude prête à exécuter instant, quel que soit le niveau de charge. Par défaut, de ce que j'ai vu, non. Mais Non. on peut toujours tricker et définir un endpoint dans nos actions qui permettent de chauffer la fonction. Mais le premier appel, ça reste toujours un problème. D'accord. Il n'y a pas un paramètre qui permet de dire de lancer, même quand ma charge est faible, qu'il y ait au moins un conteneur qui soit toujours ready. Comme ça, j'ai le temps de en lancer d'autres si jamais la charge augmente. Et puis le premier, j'ai pas le problème du premier parce qu'il y a toujours au moins un qui s'exécute, même si je vais payer. À ce jour, non. Sur la partie auto-scaling, on n'a vraiment pas la main. C'est la plateforme qui gère l'auto-scaling de nos fonctions. Tu peux peut-être le chauffer en tant que tu chauffes les lambda. Tu l'envoies. Tu déclares un cron, par exemple, qui va tout le temps chauffer une fonction. Possibilité. Moi, j'ai une question concernant les cas d'usage par rapport à d'autres outils qu'on pourrait avoir sur Kubernetes, parce qu'il y a été beaucoup question de Kubernetes, Oui. à savoir une solution peut-être toute bête pour réagir à des événements, pour avoir des tâches qui s'exécutent à la demande, simplement des batchs, quoi. Et dans quel cas vous recommanderiez plutôt d'utiliser, de mettre en place carrément, de mettre en place l'un de ces deux frameworks, plutôt que d'avoir tout simplement des batchs préparés sur Kubernetes qui réagissent à des événements, trucs qui peuvent très bien arriver si on a des événements sur de la CI ou je ne sais quoi, et il y a juste un batch sur Kubernetes qui est prêt, on exécute. Vas-y. Oui, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, vraiment intéressant à utiliser les fonctions de service dans le cas où ton payload, ton entrée d'invocation est très variable. Parfois, par exemple, il n'y en a pas du tout d'appel pendant une semaine, donc du coup, il baisse à pratiquement zéro. Et parfois, il y a des pics d'appels en Black Friday, je ne sais pas, demain, énormément d'appels. Et donc, du coup, ils vont automatiquement scaler là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à ta question à peu près? Si, ouais, c'est parce qu'en fait, c'est des outils qui peuvent être effectivement très puissants, mais qui apportent leur lot de complexité. Et en fait, la réflexion que j'avais, c'est que si on doit les mettre en place, autant que ça soit, plutôt que d'utiliser d'autres outils qui sont déjà là dans Kubernetes, autant les utiliser, autant voir vraiment quels sont les avantages par rapport à ça, quoi. Oui, mais Kubernetes, déjà, en lui-même, est complexe. Donc, ces outils-là, ils sont censés venir apporter une couche d'abstraction pour nous simplifier l'interaction avec Kubernetes. C'est aussi ça leur but. Ils simplifient le build de tes fonctions. Donc, normalement, tu fournis juste le code et ces outils, ils permettent de builder l'ensemble. Malheureusement, on doit terminer. Arrêter. J'aimerais parler. Merci. Merci.